Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans détour présenté par la communauté citoyenne et le Comité des initiatives étudiantes du CNDO, le réseau de recherche en santé cardio-métabolique, diabète et obésité. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui trois individus fantastiques avec qui nous discuterons de promotion des saines habitudes de vie dans la petite enfance, dans une optique de prévention de l'obésité et d'équité de santé. Nos invités parleront de l'importance des saines habitudes de vie pendant la grossesse et la petite enfance et de leur impact sur la santé à plus long terme de l'enfant. Nous toucherons aussi aux inégalités de santé en matière de saines habitudes de vie. Puis, finalement, nous discuterons de l'importance des intervenants de première ligne et des ressources communautaires dans l'adoption de ces saines habitudes de vie. Bonne écoute! Bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté de prendre part au balado. Ça nous fait vraiment plaisir à Diana et moi de vous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter ensemble. Je me présente, je m'appelle Olivier, je suis étudiant au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Diana, je suis étudiante au doctorat en médecine familiale à l'Université McGill. Je propose qu'on fasse un petit tour de table avant de plonger dans le vif du sujet. Andrea, je vous laisse y aller. Bonjour, donc merci beaucoup pour cette invitation. Moi, c'est Andrea Van Hilst. Je suis infirmière et je suis professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de l'Université McGill. Et c'est à cet endroit-là que je mène un programme de recherche qui est axé sur la santé des enfants, donc la santé des enfants de bas âge jusqu'à l'adolescence. Mais je suis particulièrement intéressée chez les tout petits, chez les 0 à 5 ans et sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui, qui est sur la promotion de la santé et des saines habitudes de vie. Donc, autrement, ma recherche est aussi axée sur la prévention de l'obésité chez l'enfant et la gestion de l'obésité chez un enfant qui a un surplus de poids. Donc, merci encore pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Annemie, je peux te laisser te présenter. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis vraiment contente de participer à ce balado. En ce moment, je termine une maîtrise en sciences infirmières. Puis c'est justement sur le sujet dont on discute aujourd'hui. Le titre de mon mémoire, c'est Promotion de saines habitudes de vie en périnatalité sociale. Expérience infirmière en contexte de vulnérabilité liée à l'immigration ou au contexte socio-économique. Donc, j'ai le privilège d'avoir Andrea comme co-directrice de mon mémoire. Les résultats sont vraiment intéressants, puis je vais pouvoir en partager avec vous aujourd'hui. Puis concernant mon parcours professionnel, j'ai débuté une carrière en 2007 comme diététiste nutritionniste en première ligne. Donc, j'ai travaillé dans des quartiers défavorisés à Montréal où j'ai fait la promotion des saines habitudes de vie auprès de personnes, là, c'était tous les genres, là, 0 jusqu'à 100 ans. Puis j'ai voulu élargir ma pratique puis avoir une vision plus holistique de la santé. Donc, je suis retournée à l'université en pleine pandémie pour faire un baccalauréat en sciences infirmières. J'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de continuer à la maîtrise. Donc, là, je termine. Merci Annemie. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, je rajoute encore des remerciements pour l'invitation. Donc, je m'appelle Sarah Benin, je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal dans une équipe de proximité volet périnatalité petite enfance. Donc, c'est un long mot, donc je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait parce que ça peut paraître un petit peu, on n'entend pas ça souvent. Donc, dans le fond, notre mandat d'équipe, c'est de venir favoriser l'accès aux programmes et activités de promotion et prévention qui sont destinés aux futurs parents, puis à toutes les familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans. Puis notre but, c'est que chacun des enfants se développe à son plein potentiel, puis puisse vivre une entrée à l'école qui est réussie. Donc, on fait ça de plein de façons différentes. On fait la promotion de programmes préventifs comme Macro-CES, Holo et CID, dont on aura peut-être l'occasion de s'en parler un peu plus longtemps durant le balado, auprès vraiment de tous les intervenants qui sont dans la vie des familles S0-5 ans. Donc, on peut penser aux organismes communautaires, mais aussi aux pharmaciennes, puis les milieux de garde éducatif à l'enfance.
On peut être amené à élaborer puis à adapter des outils aussi pour les familles ou les intervenants. Puis finalement, une grosse partie de notre travail, c'est de développer des stratégies pour rejoindre toutes les familles, mais en particulier celles qui vivent en contexte de vulnérabilité. Donc, un peu, voilà mon équipe. Puis, mon parcours professionnel, je suis nutritionniste de formation. Puis, j'ai par la suite poursuivi à la maîtrise en santé publique de Montréal avant d'arriver à la DRSP, Direction régionale de santé publique. On a beaucoup d'acronymes en santé publique. Je vais essayer de pas trop en dire. Si jamais je m'échappe, n'hésitez pas à me le dire. Je vais le dire au long. Donc, enchantée par la connaissance de chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour les introductions. Maintenant, on plonge dans notre discussion de journée. Ben, on commence avec les questions. Première question. Pourquoi c'est important la promotion des saines habitudes de vie dans la petite enfance? Bonne question. Les habitudes de vie des tout-petits, mais on sait que ça a un impact majeur sur la santé puis le bien-être, autant à court terme, mais aussi à long terme, donc tout au long de leur vie, parce qu'on sait que les habitudes de vie des tout-petits, ben, ça va perdurer dans le temps. Donc, ça va les suivre dans leur vie. Puis aussi, ben, les habitudes de vie, ben, c'est un des facteurs de protection. Une des images qu'on voit, par exemple, sur le site de Agirto, puis que je me suis un petit peu appropriée parce que je la trouve très belle, c'est que les facteurs de protection, ben, c'est un peu comme un bouclier. Donc, ça me permet de contrer des difficultés. Donc, plus on a des saines habitudes de vie puis d'autres facteurs de protection chez les enfants, ben, ça fait en sorte que notre bouclier devient plus grand puis ça leur permet à chacun des enfants d'avoir plus de chances de développer à son plein potentiel. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi on trouve ça important de s'y attarder. Puis, on sait aussi que la périnatalité, donc durant la grossesse, la petite enfance, bien, ça représente jusqu'à temps que l'enfant ait 5 ans, mais ça représente vraiment une période vraiment unique de développement avec différentes fenêtres d'opportunités. On est vraiment en grand développement chez les enfants, puis c'est un moment où on construit les bases de notre santé puis le bien-être. Donc, c'est super intéressant, mais c'est aussi une période où les enfants peuvent vivre une grande vulnérabilité et que tous les petits ben, vont dépendre vraiment beaucoup de l'environnement dans lequel ils grandissent, leur quartier, leur famille. Donc, à la fois un moment de d'ébullition complet au niveau du développement, mais aussi de vulnérabilité. Dans notre société, malheureusement, c'est que ben, c'est pas tous les enfants qui naissent avec les mêmes opportunités, les mêmes conditions de vie pour assurer qu'ils vont avoir un bon départ. Puis souvent, c'est ce qu'on va appeler des inégalités sociales de santé. Donc, on va voir des différences au sein de groupes d'enfants, des inégalités qui sont systémiques, injustes, puis qui sont surtout évitables. Puis on va voir ça aussi dans les saines habitudes de vie chez les enfants. Donc, pour illustrer un peu ce concept-là, j'aurais envie de vous partager certaines statistiques qui sont issues de l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de la maternelle. Donc, c'est des données qui ont été recueillies en 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Puis, j'aurais envie de vous parler de 2 thématiques qui illustrent vraiment ces propos-là. Donc, la thématique de l'activité physique et du temps écran. Toutes ces données-là, ils se retrouvent dans le rapport de la directrice régionale de santé publique de Montréal de 2024 qui porte sur la santé et le développement des enfants montréalais. Et si jamais vous voulez, ça va faire beaucoup de chiffres, mais si jamais vous voulez aller retourner le lire calmement, c'est disponible sur Internet. Donc, l'activité physique, on sait que c'est important de bouger. On sait que l'activité physique, bien, ça réduit les risques de maladies chroniques, puis ça favorise la santé mentale, la réussite éducative chez les enfants. Puis au Québec, bien, c'est 21% des enfants québécois qui sont actifs. Et à Montréal, c'est seulement 16% des enfants qui sont actifs. Donc, c'est pas un très grand nombre. Puis si on regarde les enfants qui sont peu ou pas actifs, à Montréal, toujours, c'est 60%. Et si on le regarde avec une loupe, bien, on se rend compte qu'il y a une différence selon le statut socio-économique dans lequel l'enfant grandit. Donc, chez les enfants montréalais qui vivent dans des milieux défavorisés, c'est plutôt 67% des enfants qui sont peu ou pas actifs, comparativement à 55% chez les enfants qui viennent de milieux plus favorisés. Donc, on voit qu'il y a une différence dans l'habitude de vie déjà chez les enfants de 5 ans selon d'où ils viennent.
Puis c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le temps écran. Il y a des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie, juste pour vous donner un peu une idée. Avant 2 ans, on recommande pas d'écran. Entre 2 et 5 ans, c'est 1 heure, moins de 1 heure par jour d'écran. Puis après 5 ans, c'est moins de 2 heures d'écran par jour. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une exposition excessive sont liées à des troubles de sommeil, à des problèmes de concentration, puis aussi à un risque accru d'obésité. Puis en 2022, toujours selon la même enquête j'oublie le nom, l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants à la maternelle. Désolée, c'est des longs noms. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que à Montréal, c'est 18% des enfants qui passent en moyenne plus de 2 heures par jour devant un écran, puis 16% au Québec. Puis encore une fois, on va voir les mêmes écarts selon le statut socio-économique. À Montréal, c'est 23% des enfants qui résident dans un milieu plus défavorisé qui vont regarder plus de 2 heures par jour d'écran, comparativement à 12% dans un milieu plus favorisé. Donc, on voit que déjà, à 5 ans, il y a des grands écarts, que ça varie, puis qu'on est, de manière globale, on n'est pas toujours en ligne les habitudes de vie avec les recommandations. Donc, voilà, c'est un peu pour vous présenter pourquoi c'est important, puis quelques petites statistiques aussi sur les saines habitudes de vie qu'on voit qui se dessinent déjà dans le 0,5 ans. Merci beaucoup, Sarah, pour vraiment ce beau portrait de pourquoi c'est important. Je pourrais rajouter quelques petits éléments ici à la réponse à pourquoi c'est important la promotion des saines habitudes de vie, plus au niveau théorique. Donc, on entend souvent parler, ou en tout cas dans le milieu de la recherche, on en parle beaucoup, des origines développementales de la santé et des maladies. En anglais, on parle de DOHAD. C'est peut-être un terme que vous aurez entendu dans le passé. Puis, c'est un concept qui s'intéresse vraiment aux facteurs environnementaux qui sont précoces, donc dès la conception et dans les premières années de vie et qui, on sait, ont des impacts à long terme sur la santé et sur le risque de maladie. Puis quand on parle de long terme, c'est durant l'enfance, mais durant l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Donc, quand on s'intéresse à ces facteurs environnementaux, comme tu l'as si bien décrit, Sarah, il y a toute cette question d'inégalité sociale, donc de conditions socio-économiques qui mettent certains enfants plus en vulnérabilité que d'autres. Mais également, on parle aussi des habitudes de vie comme étant un facteur environnemental pour l'enfant. Par exemple, les habitudes de vie de la mère pendant la grossesse. Ça fait partie de l'environnement fœtal de l'enfant à une période où, justement le fœtus est très sensible à ces facteurs-là. On parle aussi donc évidemment, les habitudes de l'enfant, mais de plus en plus de recherches s'intéressent euh, à la condition de santé ou aux habitudes de vie en période préconception. Donc, tant chez la femme et l'homme, par exemple, leur santé, si on parle d'obésité ou leur niveau d'activité physique, leur alimentation, aura un impact sur certains facteurs des issues de grossesse, donc des complications potentielles durant la grossesse, mais aussi des facteurs liés à des risques de santé. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant en termes d'origine développementale. Puis l'autre élément, c'est aussi donc l'importance d'agir durant la grossesse et même avant la grossesse. Hein, on appelle souvent on fait référence aux 1000 premiers jours de vie, qui est donc de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais de plus en plus, on parle aussi de prévenir la transmission intergénérationnelle des facteurs de risque en faisant la promotion des saines habitudes de vie. Donc, avant la grossesse et durant la grossesse également. Merci beaucoup pour toutes ces précisions-là, ces informations-là. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits là, que je vois où on peut intervenir là, pour assurer les saines habitudes de vie là, chez l'enfant. Euh,
peut-être pour poursuivre, là, on- est-ce que quelqu'un pourrait peut-être nous expliquer qu'est-ce que ça regroupe un peu toutes les saines habitudes de vie? Et est-ce qu'on a peut-être des recommandations qu'on peut suivre de ce côté-là? Je sais que Sarah, tu y avais touché un petit peu avec le temps d'écran, mais puis avec l'activité physique, mais je pense que ça va aussi plus large que ça, les saines habitudes de vie. Oui, il y en a beaucoup, hein, des saines habitudes de vie. Donc, une habitude, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au quotidien, qu'on fait régulièrement, puis qui va influencer notre santé physique, mais notre santé mentale aussi. Moi, j'aime bien regrouper les habitudes de vie en six catégories, 6 piliers. On appelle les 6 piliers de la médecine préventive. Donc, je peux vous donner les recommandations qui sont canadiennes. Donc, pour vous donner une idée, pour ce qui est dans la petite enfance, là, pour ce qui est de la saine alimentation, mais c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de l'allaitement. Hein, on recommande l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Et même sa poursuite est encouragée jusqu'à l'âge de 2 ans, évidemment accompagné d'aliments complémentaires. Puis on fait particulièrement attention aussi aux apports en fer puis la supplémentation en vitamine D. Qu'est-ce que je trouve intéressant aussi dans les recommandations de Santé Canada, c'est qu'on nous encourage à être sensible aux besoins de l'enfant. Donc, vraiment de respecter ses signaux de faim, ses signaux de satiété. Oui, il y a le guide alimentaire canadien avec l'assiette équilibrée, là. Habituellement, c'est à partir de l'âge de 2 ans, mais on favorise beaucoup les signaux de faim, de satiété, puis l'autonomisation. Donc, que l'enfant soit capable de se nourrir par lui-même. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour le sommeil, donc il y a vraiment des durées de sommeil recommandées en fonction de l'âge de l'enfant. Par exemple, de 0 à 3 mois, on recommande 14 à 17 heures de sommeil. Puis plus l'enfant grandit, plus on diminue. Par exemple, pour les 3 4 ans, c'est 10 à 13 heures de sommeil, incluant une sieste ou non. Pour ce qui est de l'activité physique, on en a parlé. Il y a l'activité physique, puis il y a les comportements sédentaires aussi. Ça inclut le temps d'écran, évidemment. Pour les plus jeunes, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer encore, donc on recommande de passer au moins 30 minutes sur le ventre. Donc vraiment du tummy time, comme on appelle. Et ensuite, de l'âge de 1 à 2 ans, c'est quand même 180 minutes par jour d'activité physique qu'on recommande. Puis c'est de toute intensité. Mais faut que l'enfant bouge, là. Puis de 3 à 4 ans, c'est 180 minutes d'activité physique par jour et ça inclut 60 minutes de jeu énergique quand même par jour. Puis on essaie de limiter les comportements sédentaires le plus possible. Et pour donner un indicateur, là, euh, on essaie de ne pas laisser les enfants en position immobile pendant plus qu'1 heure, par exemple dans la poussette ou dans la chaise haute. Puis autant d'écran, ben ça, Sarah en a parlé, là, tu sais, pour les vraiment tout petits, pour les moins de 2 ans, c'est pas d'écran du tout. 2 à 5 ans, c'est maximum 1 heure. Et c'est pas facile. Euh, une autre habitude de vie aussi, c'est la gestion du stress. Donc, c'est une habitude de vie aussi. Donc, en tant qu'intervenant, on essaie d'encourager les parents à adopter des stratégies qui favorisent le bien-être. Ça peut être solliciter de l'aide. Puis on essaie de favoriser la participation à des activités sociales. Ça peut être aussi de soutenir la pratique d'une spiritualité significative. Donc, il y a ça aussi dans les saines habitudes de vie. On encourage les parents à donner le bon exemple à leurs enfants. Qu'est-ce qu'on a aussi comme habitude de vie? L'évitement des substances nocives. Donc, ça peut être éviter le plus possible l'exposition aux produits chimiques et aux polluants dans la maison. Donc, c'est pour les tout petits, mais c'est pour les femmes enceintes aussi. Puis, substances nocives aussi, ça peut être éviter de consommer des drogues en présence des enfants. Par exemple, le cannabis qui serait à éviter. Et enfin, la dernière et sixième habitude de vie, ça concerne les relations sociales positives. Donc, des relations sociales sécuritaires, stables et bienveillantes sont à privilégier. Ça peut être autant avec les parents qu'avec une autre figure d'autorité, la fratrie, la famille élargie. Puis on parle aussi des services de garde. Les programmes communautaires, ça peut être d'encourager les familles à aller dans les bibliothèques, de participer à des activités culturelles aussi.
Donc ça aussi, ça compte dans les saines habitudes de vie. Donc, c'est des habitudes qui sont valables à tous les âges, mais particulièrement durant la petite enfance. Merci beaucoup. On a beaucoup appris maintenant sur les habitudes de vie, mais quels sont les principaux facteurs qui influencent le développement des saines habitudes de vie pendant la petite enfance? Oui, euh, il y a plusieurs recherches qui associent le fait de vivre dans un contexte de défavorisation matérielle et sociale à des habitudes de vie moins optimales pour le développement, comme un temps de sommeil insuffisant, une utilisation excessive des écrans, puis un mode de vie plus sédentaire. Puis c'est un peu ce qu'on observait aussi justement dans les données de l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle qu'on a discuté un peu plus tôt durant le balado. Puis en fait, c'est ça qu'on voit, c'est que les circonstances dans lesquelles les personnes naissent puis grandissent vont influencer profondément leurs habitudes de vie et plus largement leur santé. Puis c'est en fait ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Pour les enfants, les déterminants sociaux de la santé vont inclure notamment les conditions de vie, donc le revenu des parents, le logement, puis aussi l'insécurité alimentaire. Puis ça fait comme un peu comme un triangle de conditions de vie plus difficiles. Donc, dépendamment du revenu, si le coût du logement prend une grande proportion du revenu des parents, bien évidemment, bien, ça peut engendrer des choix difficiles au niveau de l'alimentation puis créer de l'insécurité alimentaire. Puis à Montréal, c'est quelque chose qui touche beaucoup d'enfants montréalais. En fait, c'est un enfant sur 5 de moins de 12 ans qui vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est sûr que quand les parents ont de la misère à répondre à leurs besoins de base, puis aux besoins de base des enfants, mais là, c'est sûr que ça devient un peu difficile aussi au niveau là, des habitudes saines habitudes de vie. Euh, pour les autres déterminants sociaux de santé, on peut aussi penser à l'accès aux soins, à l'éducation, aux environnements physiques. Dans le quartier, est-ce qu'on a des parcs? C'est quoi les organismes qui sont dans le quartier? Annélie, tu parlais notamment du réseau, comment c'était important, puis pour la gestion du stress, etc. Et puis tout le soutien social qui sont autour des enfants, c'est tous des déterminants sociaux de la santé qui sont bien importants, puis qui ont une influence sur les saines habitudes de vie durant la petite enfance. Merci, Sarah. Je pense qu'on découvre un petit peu à travers tous les points que tu viens de soulever, ce qu'on pourrait peut-être appeler un contexte de vulnérabilité, là, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait peut-être élaborer sur c'est quoi un contexte de vulnérabilité. Y a-t-il une définition qu'on peut lui apposer? Ouais, j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus. Ben, je peux peut-être y aller. Dans le fond, les contextes de vulnérabilité, ça rejoint ce que Sarah dit sur les déterminants de la santé. Dans le fond, c'est les contextes de vie dans lesquels les enfants naissent, grandissent, évoluent, qui peuvent constituer des obstacles à acquérir des saines habitudes de vie. Euh, donc, l'important à retenir, je pense que c'est pas seulement les caractéristiques individuelles des personnes. Par exemple, pour les parents, la motivation à être active ou les compétences à cuisiner, mais c'est vraiment les contextes dans lesquels les enfants vivent qui vont beaucoup influencer les saines habitudes de vie puis qui vont avoir justement des conséquences sur la santé. Puis justement, mon mémoire de maîtrise, je peux vous en parler un peu, là, il s'est penché sur la promotion des saines habitudes en périnatalité pendant la grossesse puis la petite enfance pour des familles qui vivent dans des contextes de vulnérabilité. Ça peut être, par exemple, des contextes d'immigration. Tu sais, je vous donne un exemple. Une famille qui vient au Canada, qui est réfugiée ou encore demandeur d'asile, qui parle ni français ni anglais. C'est difficile de se trouver un emploi dans ce contexte-là. Donc, le revenu est affecté. C'est difficile d'accéder à des services de santé, à une garderie pour les enfants qui pourrait être super bénéfique pour les saines habitudes de vie. Si l'emploi est difficile, le revenu est faible, c'est difficile de se procurer des aliments sains, de pratiquer un sport, une activité physique. On peut être plus exposé au stress. Des personnes immigrantes qui peuvent être coupées aussi de leur famille qui est restée dans le pays d'origine, donc ils sont plus à risque de vivre de l'isolement, un sentiment de solitude, de perdre ses repères culturels.
Donc, dans ce contexte-là, c'est un exemple, mais c'est difficile d'acquérir des saines habitudes de vie. Puis c'est pas nécessairement la priorité à ce moment-là pour la famille. Ça peut être, par exemple, juste de faire l'épicerie avec des aliments qu'on connaît moins, des méthodes de cuisson qui peuvent être différentes. Donc, ça, c'est justement un contexte de vulnérabilité. Ça peut être aussi des contextes de violence conjugale. Ça peut être une mère adolescente, ça peut être pour la famille un faible niveau d'éducation, l'isolement, la pauvreté. Donc, ça peut être tous des contextes qui rendent difficile de maintenir des saines habitudes ou d'en acquérir des nouvelles. Puis ça n'a rien à voir avec la motivation à être en santé ou pas. Je pense que c'est important en tant que professionnel de la santé de s'intéresser au contexte de vie des bébés, des jeunes enfants, de leur famille. Mon mémoire s'intéressait beaucoup aux infirmières. Comment est-ce qu'en tant qu'infirmière, je peux aider ces familles-là, mais ça s'adresse aussi à tous les professionnels de la santé qui travaillent auprès des familles. On ne peut pas seulement faire de l'éducation à la santé. C'est pas juste de transmettre les recommandations, je vous les ai données, les recommandations, mais faut aller plus loin. C'est important que les interventions aillent au-delà, puis considèrent les contextes de vie. Si le réfrigérateur est vide, ça va être difficile d'adopter des saines alimentations. Même si je donne des super belles recommandations avec des images qui sont adaptées, puis tout ça. Ça peut être aussi, je discutais avec, j'ai interviewé des infirmières pour mon mémoire, comment est-ce que les infirmières faisaient la promotion de saines habitudes de vie dans des contextes de vulnérabilité. Puis ils me disaient, par exemple, ben, les organismes communautaires à qui on réfère les familles pour du dépannage alimentaire manquent eux-mêmes de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Je pense que c'est pas si simple de faire la promotion de saines habitudes dans des contextes de vulnérabilité. Ah, j'allais juste ajouter, Anémie, je trouve ça que tu as donné des super beaux exemples. Puis je pense que ce qu'on doit retenir vraiment de qu'est-ce que c'est la question initiale de c'est quoi un contexte de vulnérabilité, c'est pas la personne qui est vulnérable, mais c'est le contexte dans lequel elle est qui la met en vulnérabilité. Donc, à ce niveau-là, tu sais, on veut pas parler d'une personne vulnérable, mais d'un contexte qui met en situation de vulnérabilité. Puis donc, je pense que tu as donné des très beaux exemples de ça et en conséquence, par exemple, les infirmières, mais le milieu de la santé, le milieu scolaire, on doit s'ajuster à ces contextes-là, peut-être briser les barrières pour mieux répondre aux besoins de personnes qui sont dans ces situations. Tout à fait. Euh, Puis, dans le fond, je peux enchaîner, là, justement. Tu sais, il y a beaucoup de barrières à cause des contextes de vulnérabilité, mais comment est-ce qu'on fait la promotion, justement, auprès de ces familles-là? Est-ce qu'on se dit, ah, ben, c'est trop compliqué, ils ont d'autres choses à penser, ou est-ce qu'on trouve des solutions quand même? Donc, c'est la question que je me posais. Puis justement, pour mon mémoire, j'ai été interrogée des infirmières qui travaillent en première ligne en périnatalité petite enfance. Puis, je leur ai posé la question. C'est quoi les barrières que vous rencontrez en promotion de saines habitudes de vie? Qu'est-ce qui facilite votre travail? C'est quoi les stratégies que vous utilisez? Puis j'ai eu vraiment des belles réponses, donc je peux vous en partager. J'ai rencontré des infirmières qui sont vraiment engagées. Les stratégies, dans le fond, qu'elles utilisent, ça peut aider justement d'autres intervenants qui travaillent en promotion de la santé. Je pense que le message à retenir, c'est que les stratégies, ça doit être à plusieurs niveaux. Donc, ça doit être des stratégies qui sont au niveau des politiques de santé. Par exemple, je pense que Sarah pourra nous en reparler plus tard aussi, au niveau des organismes, puis au niveau de la pratique professionnelle. Puis je vais vous parler un peu de tout ce qui est au niveau de la pratique professionnelle des infirmières. Ce qui est ressorti des entrevues avec les infirmières qui ont participé à mon étude, c'est que c'est vraiment nécessaire de prendre le temps de créer un lien de confiance avec la famille. Donc, je pense que c'est important tout le temps, mais c'est particulièrement important avec des familles qui sont en contexte de vulnérabilité. Le lien de confiance doit d'abord être établi avec la famille si on veut qu'elle démontre de l'ouverture à recevoir de l'enseignement, puis être capable de modifier ses habitudes. Comment est-ce qu'on crée ça, un lien de confiance? Mais dans le fond, je pense que c'est surtout de se montrer disponible en tant que professionnel. Tu sais, offrir un horaire de rencontre qui est flexible, offrir des disponibilités sans rendez-vous, des groupes qui sont ouverts, offrir la possibilité d'être rejointe par téléphone, par texto, par courriel, dans le fond, de répondre aux besoins des familles quand elles en ont besoin. Donc ça crée un lien de confiance.
Puis quand l'infirmière a quelque chose de plus difficile à travailler avec la famille, par exemple la gestion des écrans, on sait que c'est difficile, ou même la consommation de drogue en présence de l'enfant, mais c'est plus facile quand la confiance est là. Je pense que c'est important d'accueillir sans jugement. Donc, être conscient aussi de ses préjugés. Tu sais, je pense on a tous des partis pris, on a toutes des idées déjà d'avance, puis c'est normal. Mais tu sais, c'est d'en être conscient aussi. Euh, il y avait ça, de s'intéresser à la culture, aux traditions, puis aux valeurs de cette famille-là. Tu sais, de vraiment prendre le temps de s'intéresser à l'autre. Euh, les interventions, ça doit pas viser à changer les habitudes culturelles, mais à apporter une nouvelle information. Tu sais, il y a une infirmière, il y a plusieurs infirmières qui me donnaient, par exemple, l'hiver au Québec. Tu sais, des fois, c'est leur premier hiver qu'ils viennent passer au Québec. Puis c'est de les aider à ben, comment est-ce qu'on s'habille l'hiver. Tu sais, c'est quoi un bon manteau d'hiver pour un jeune enfant? Tu sais, ça doit être épais. C'est pas juste comme un manteau d'automne ou un manteau de printemps ou tu sais, une couverture sur la poussette, ben, ça sera pas suffisant. Si on veut que l'enfant est dehors l'hiver, ben, il faut leur montrer comment bien s'habiller. Tu sais, fait qu'on part de ce que la famille connaît déjà, puis on y va tranquillement. On fait des petits pas, mais il faut avoir confiance aussi que la famille est capable de s'améliorer. Tout le monde a des forces. Je pense que ce que les infirmières me disaient aussi, c'est qu'on ne doit pas se présenter comme un expert. Donc, c'est pas une liste de recommandations qu'on leur donne. Tu sais, on n'est pas là pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais pour les aider, vraiment pour les accompagner. Puis des fois, ça peut être plus long d'acquérir des saines habitudes de vie pour les familles en contexte de vulnérabilité que pour d'autres familles qui ont plus de ressources ou de moyens, mais c'est pas impossible. De s'intéresser au contexte de vie, on en a parlé. C'est pas seulement une question de volonté individuelle. Euh, Puis il y avait des infirmières aussi pour qui c'était plus difficile de considérer les contextes de vie. Euh, Par exemple, il y a des infirmières qui me disaient on leur donne l'information, mais après, ils font bien qu'est-ce qu'ils veulent. C'est un programme volontaire. Tu sais, si on ne se sont pas intéressés, ben, on va arrêter le suivi. Fait que je trouvais ça important aussi de l'amener comme point de vue. Ça démontre qu'il y a des obstacles et des barrières à la promotion des saines habitudes de vie, mais chez les professionnels aussi. Moi, je pense que s'il y a une famille qui ne se mobilise pas ou peu, ben, il faut se poser des questions. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui motive les comportements? Pourquoi, par exemple, une famille ne vient pas à ses rendez-vous? Est-ce que c'est parce que bébé n'a pas dormi de la nuit, maman est épuisée, puis elle ne se sent pas dans les bonnes conditions pour nous recevoir à la maison? Ça se peut. En région rurale, justement, tu sais, ça peut être des fois, ils n'ont plus d'argent pour mettre l'essence dans la voiture. Fait qu'ils ne peuvent pas venir au rendez-vous. Je pense que c'est de s'intéresser au projet de vie de la personne. Tu sais, si la personne veut retourner à l'école, par exemple, pour avoir un meilleur emploi, bien, les rendez-vous, ça ne devrait pas être dans les heures d'école. Parce que c'est sûr qu'ils vont manquer des rendez-vous ou ça va un peu à l'encontre de leur projet de vie. Donc, je pense que c'est ça. Tu sais, pour établir un lien de confiance, il faut vraiment viser une approche qui est centrée sur la personne, de s'intéresser au contexte de vie, de vraiment prendre le temps. Puis des fois, ça se peut qu'on ait besoin de les accompagner un petit peu plus. Tu sais, des fois, ça peut être de les amener jusqu'à la maison de la famille, d'appeler les organismes de dépannage alimentaire. Tu sais, on veut beaucoup qu'ils soient plus autonomes, mais ça se peut que des fois, ils ont besoin qu'on les porte, tu sais, qu'on les prenne sur notre aile parce que les situations sont plus difficiles. Mais ça ne veut pas dire qu'éventuellement, ils ne seront pas capables de le faire par eux-mêmes. Mais des fois, ils ont besoin d'un petit peu plus de coups de main. Il me semble que je parle beaucoup, mais si vous voulez, dans le fond, la manière dont j'ai présenté les résultats, c'est sous forme de vignettes. Donc, c'est vraiment, j'ai pris des, des citations des infirmières que j'ai interviewées, puis j'ai fait une histoire avec ça. Fait que si vous voulez, je peux vous lire les petits bouts de l'histoire. Fait que c'est une infirmière qui parle de son travail de promotion de saines habitudes de vie. Euh, Ce que je trouve difficile pour certaines habitudes de vie, comme la gestion des écrans, on le voit que la maman en a besoin. Elle est toute seule pour s'occuper de son enfant et n'est pas toujours disponible, tu sais, mentalement. Elle a plein de soucis, comme toutes les démarches pour l'immigration, la première, la deuxième audience, la demande humanitaire, tout ça. Mettre son enfant devant la télévision ou le cellulaire, ça lui donne une pause. Mais les conséquences à long terme sur l'enfant sont quand même là. Et en tant qu'infirmière, on est toujours un peu habité par ça. Éthiquement, je recommande quoi? Ou j'en parle pas. Nos stratégies de promotion de la santé visent à essayer le plus possible
de réduire les écarts avec les familles pas vulnérables ou plus en moyens. C'est sûr qu'on va favoriser beaucoup l'accès à la garderie. On a des places réservées pour nos familles. Là, les enfants ont accès à des repas équilibrés et à de la stimulation. Financièrement, si on veut que les familles aient une saine alimentation, il faut les soutenir. Par exemple, au CLSC, il y a aussi le programme HOLO, où les mères enceintes reçoivent des coupons à échanger pour du lait, des œufs et des légumes surgelés. On a aussi les haltes allaitement. C'est au CLSC chaque mercredi. On invite les mamans à venir rencontrer d'autres parents, venir pratiquer le temps sur le ventre avec leur bébé, venir poser leurs questions aux infirmières. À part ça, il y a peu de rencontres de groupe pour les nouveaux parents, mais on les dirige vers les organismes communautaires. Et je te le dis, ça reste entre toi et moi. C'est pas pour rien que notre clientèle est parfois méfiante. Il y a de l'abus dû à la mauvaise connaissance. Mais on vit quand même beaucoup de discrimination dans nos services. Il faut être à la défense de nos familles et faire de l'advocacy pour qu'elles aient droit aux services de santé. Parfois, on trouve des trucs pour contourner un peu les parties du système qui sont lourdes. Et puis, la relation de confiance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour passer notre message sur les habitudes de vie. Dans notre travail infirmier, il y a beaucoup de problèmes mineurs qui sont désamorcés au jour le jour. Les familles peuvent me joindre sur mon cellulaire de travail ou par courriel, je réponds toujours. Par exemple, une mère aurait consulté pour un problème mineur que finalement, ça se règle avec de la crème hydratante. Il y a beaucoup de travail comme ça que je fais au jour le jour, les petites choses, puis ça crée un lien de confiance. Donc, quand j'arrive avec un plus gros statement, ils me prennent un peu plus au sérieux. Donc, c'est vraiment, je pense ce qu'il faut retenir, je reviens toujours là, sur le même message, là, mais oui, l'éducation à la santé, c'est important. Oui, il faut donner les recommandations, mais il faut vraiment s'intéresser au contexte de vie. Pour ça, ça prend des stratégies à d'autres niveaux aussi. Je veux juste souligner à quel point je trouve ça assez exceptionnel, le dévouement de ces infirmières-là là, auprès de leurs patientes. Là, vraiment, je pense que c'est touchant là, d'une certaine manière. Là. Puis, on, je pense qu'on s'en allait dans cette direction-là, mais on pourrait peut-être parler aussi des approches plus populationnelles et politiques, finalement, pour la promotion des saines habitudes de vie. Oui, totalement. Mais merci beaucoup du partage, Anne-Aimée. Puis je pense que ben, ça représentait vraiment effectivement le dévouement de tous les professionnels de première ligne. Puis c'est aussi ce qu'on voit dans les organismes communautaires parce que c'est la première ligne qui fait un suivi individuel, mais il y a aussi ça dans d'autres acteurs qui tournent autour des familles. Merci beaucoup du partage, c'est vraiment touchant. Puis comme tu l'as mentionné, une famille, ça ne vit pas en vase clos, ça vit dans tout un environnement. Puis en santé publique, justement, ben, on va essayer de venir agir autour d'enjeux ou de santé, etc., pour créer des environnements qui sont favorables à l'adoption, notamment de saines habitudes de vie. Quand on parle d'environnement favorable, c'est un gros mot, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est mettre tout en place pour briser les différentes barrières que tu as mentionnées, autant individuelles, organisationnelles, euh, sociales, économiques, pour que les choix deviennent faciles à faire. Parce qu'on sait qu'il y en a plein de barrières. Donc, c'est un peu ça. Puis pour ça, il faut travailler en concertation avec différents acteurs, autant les, dans lesquels tous les familles vivent. Donc, ça peut être dans les quartiers, organismes communautaires, des services de garde éducatifs à l'enfant. Puis, je reviens un petit peu en arrière. Ben, la santé publique, dans le fond, notre patient, c'est la population en général. Donc, on essaye d'améliorer la santé de toute la population en portant des attentions particulières pour ne pas augmenter les écarts quand on fait la promotion d'interventions ou de politique. On veut laisser personne derrière. Puis, dans le fond, pour arriver à réduire ces écarts de santé, ben, des déterminants sociaux de la santé qu'on a abordés plus tôt, qui sont vraiment à l'origine des inégalités sociales de santé, ben, ça représente vraiment nos cibles d'action de choix. Puis on pense que c'est possible de venir briser toutes les chaînes causales qui mènent aux inégalités sociales de santé, notamment en venant développer des environnements, des services de qualité qui sont accessibles, adaptés aux besoins,
qui vont venir créer tout le filet social autour des enfants. Puis pour y arriver, on va venir préconiser l'approche d'universalisme proportionné. Encore un autre gros mot, vraiment, on est expert là-dedans. Mais si j'essaie de le définir un peu, donc c'est une approche qui vise à réduire les inégalités sociales de santé par des programmes, des services qui sont vraiment offerts à tout le monde. Donc, il y a un caractère là, ici, le universel c'est ici. Donc, c'est adressé à tout le monde, mais on va venir en proposer certains, en adapter pour venir répondre à des besoins plus spécifiques de différents groupes. Donc, c'est vraiment selon ce principe-là, on ne va pas essayer de déployer des stratégies qui vont cibler seulement les familles qui vivent en milieu vulnérable. On va plutôt venir proposer tout un éventail d'interventions, puis que dans cet éventail-là, il va en avoir certaines qui vont venir avoir plus d'intensité pour répondre à des besoins plus spécifiques. Je pense qu'un bon exemple de ce principe-là, qui peut paraître un peu complexe, puis qui va toucher justement à certains programmes dont Animé t'a déjà parlé, comme Holo et Sup. Donc, dans le fond, au Québec, on sait qu'il y a un quart des femmes enceintes n'avaient pas un suivi de grossesse dès leur premier trimestre, alors que, comme Andrea a dit, c'est vraiment un moment très propice justement pour l'adoption de saines habitudes de vie, puis pour s'assurer que le bien-être de la femme, puis le développement de l'enfant. Donc, le gouvernement a mis sur pied en 2022 l'avis de grossesse provinciale. Donc, le but de cet avis-là, c'était de permettre d'identifier les femmes enceintes le plus tôt possible au courant de leur grossesse, de mieux cibler leurs besoins, puis de venir leur proposer un service approprié en fonction de leurs besoins. Donc, c'est un formulaire en ligne qui est accessible à toutes les femmes, peu importe leur statut de migration. Donc, on enlève cette barrière-là, qui sont traduits notamment en différentes langues. Donc, si on a un français, le niveau d'aisance en français n'est pas très grand, mais là, on a l'anglais, on a des langues autochtones, mandarin, espagnol, etc., pour réduire cette barrière-là. Dans ce formulaire, on pose des questions. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour trouver un professionnel de la santé pour vous suivre durant votre grossesse? On va aussi regarder des questions plus spécifiques pour voir s'ils ont des facteurs de risque qui vont leur permettre d'avoir accès à des services spécifiques pour répondre à leurs besoins. Comme par exemple, est-ce que vous avez de la misère à joindre les deux bouts, à payer votre épicerie, votre logement? Est-ce que vous vous sentez seul, isolé? C'est quoi votre niveau d'éducation? Puis en fonction de ces réponses-là, il va y avoir un professionnel de la santé qui va les rappeler pour leur proposer les services appropriés selon leurs besoins. Ça peut être des services universels, le suivi obstétrical, des rencontres de groupe qui sont offertes en prénatal, qui sont offertes dans les CLSC, ou si on des besoins plus spécifiques, on pourrait leur proposer, par exemple, le programme Holo que Anne-Aimée a mentionné, qui est un programme offert en CLSC qui touche à la nutrition. Donc, on va venir pour que bébé naisse en santé. Il y a des modalités durant la grossesse. On va offrir des coupons échangeables contre des aliments, un suivi nutritionnel, des multivitamines prénatales. Puis, il y a aussi un volet après l'accouchement où on va venir viser l'adoption des saines habitudes de vie pour toute la famille. On peut aussi proposer, par exemple, le programme CIP, qui est, lui, accessible pour les familles à faible revenu, qui ont un faible niveau de scolarisation ou qui vivent de l'isolement social. Puis le but, c'est de favoriser le développement global des enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans le contexte de vulnérabilité. Donc, on va venir travailler avec la famille selon leur objectif d'intervention à améliorer leurs conditions de vie. Donc, on voit qu'on propose un programme qui est ouvert à tout le monde, puis après ça, qui ouvre d'autres portes vers des programmes plus spécifiques selon leurs besoins, leur contexte. Donc, ça, c'est un exemple d'universalisme proportionné. Puis, si on revient peut-être à comment on fait la promotion de saines habitudes de vie concrètement, mais j'aimerais peut-être reprendre l'exemple du temps écran qui est vraiment un enjeu qui préoccupe de plus en plus autant les intervenants de santé, mais les intervenants des organismes communautaires, des services de garde éducatifs à l'enfance, parce qu'on le sait, c'est vraiment prédominant les écrans dans notre société.
Donc, dans le rapport de la directrice, toujours, il y a une recommandation qui a été nommée qui est d'intensifier la mobilisation des acteurs, puis de mettre à profit toutes les connaissances qu'on sait autour des écrans pour arriver à des interventions pour contrer les risques sur la santé. Donc, ça, c'est la recommandation. Puis, on a donné des pistes d'action pour voir comment on peut concrètement s'y attarder. Puis, je pense que ça montre un petit peu en aimé comment on peut agir à différents niveaux. Fait qu'une des pistes d'action, justement, qui a été mentionnée, il faudrait commencer par intégrer ces notions-là de thématique des écrans dans les différents programmes et services de soutien à la parentalité qui existent déjà. On pourrait aussi penser à améliorer l'accès des familles à des infrastructures qui permettent le jeu actif, comme les parcs, les piscines, les gymnases qui seraient accessibles, peu importe qu'on soit en hiver, été, qu'on ait des espaces pour pouvoir jouer avec les enfants. Faire des activités comme des activités culturelles, des camps de jour, etc., pour offrir, dans le fond, des alternatives aux écrans. Donc, toujours dans cette perspective que les choix, ça devient plus facile parce qu'on fait tomber les barrières. Puis, la Direction régionale de santé publique de Montréal s'est engagée aussi à développer des outils pratiques qui sont à l'intention des intervenants, mais aussi des parents concernant l'utilisation des écrans, mais aussi à aller consulter les parents qui vivent en situation de vulnérabilité pour mieux comprendre leur expérience puis leurs besoins concernant l'enjeu d'utilisation des écrans. Parce que comme Annélie t'a dit que c'est important le lien de confiance, puis d'écouter, puis d'être à l'écoute quand tu es en intervention individuelle, mais c'est la même chose pour toutes nos interventions au niveau populationnel. Il faut que quand on réfléchit à nos interventions, il faut d'abord aller écouter la population, les gens, les familles, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis après ça, ça peut nous aider à faire des interventions au niveau populationnel qui vont venir répondre à leurs besoins concrètement. Puis ça, on peut pas faire ça tout seul. Évidemment, après ça, nos pistes d'action, on a besoin de tous les collaborateurs, mais c'est un peu ça. Et que voilà. Puis sinon, on a ça, c'est au niveau régional qu'on fait, mais il y a aussi tout le niveau plus provincial, gouvernemental. Puis prochainement, il va y avoir le plan national de santé publique qui va sortir. Là, ça devrait être cet automne. Puis ça nous guide vraiment dans nos priorités d'action. Donc, à voir aussi, c'est quoi la place des habitudes de vie puis la petite enfance. Donc, on a bien hâte de voir aussi les orientations là, du ministère par rapport à ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Sarah. J'avais peut-être une petite question Oui, par rapport en fait à vie de grossesse. Je trouve que c'est un oui. programme qui est super intéressant. Là, tu parlais qu'il y avait un professionnel de la santé qui contactait la personne enceinte une fois qu'elle s'enregistrait là-dessus. Est-ce que c'est quoi les délais à peu près avant d'être contacté dans ce contexte-là? Ça dépend vraiment de ton CIUS. Parce que dans le fond, comment ça fonctionne, vu que c'est provincial, c'est un, un URL, là, un site web pour tout le monde. Puis dans le sens, le formulaire a comme deux volets. Le premier, c'est tes coordonnées. Donc, on invite les femmes à donner leur code postal. On sait que c'est une information qui peut être sensible pour certaines, mais le but, justement, c'est que le formulaire va être redirigé vers le site d'appartenance. Donc, si par exemple, tu habites à Ville-Saint-Laurent, selon ton code postal, ça va être les gens du CIUS du nord de l'île de Montréal qui vont te rappeler. Si tu habites, par exemple, à Parc Extension, ça va être le CIUS Centre-Ouest. Donc, c'est des gens qui connaissent bien les ressources du quartier qui vont te rappeler. Euh, donc, après ça, ça dépend un peu donc, c'est vraiment très variable, mais c'est quand même pas trop long. Mais on essaie que ça soit rapide parce que le but, c'est d'offrir les services le plus rapidement Mm. possible. Parce que tout agir rapidement, surtout durant la grossesse, c'est primordial. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait pour que ça soit dans des délais rapides, mais ça dépend évidemment de où on habite au Québec. C'est une longue réponse pour cette question. Je ne sais pas si j'y réponds bien. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça nous permet d'un peu mieux comprendre aussi comment le programme fonctionne, là, justement. Là. Merci. Et j'ai une autre petite question.
Tu as parlé sur le sujet des gens et les codes postaux, mais qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont sans abri? J'ai pas de réponse vraiment précise à la question, mais souvent, ce sont des personnes qui auront une adresse, un code postal qui va changer dans le temps. Donc, on va essayer de saisir la personne au moment où là, à tel endroit. Donc, peut-être que au moment de compléter la vie de grossesse, la personne habite dans un secteur, puis on peut initier les services à cet endroit-là. Puis encore, de développer un lien de confiance pour que la personne continue de chercher les services à cet endroit-là. Mm. Mhm. Merci. Vous avez touché un peu à certains success stories, là, je pense, dans ces programmes communautaires, populationnels. Aussi, je pense, ce que Annemie, tu amenais, c'est un peu des success stories aussi, là, toutes les infirmières qui s'impliquent très activement là, auprès de leurs patientes, là. Je ne sais pas si vous aviez peut-être d'autres exemples de success stories à nous donner là, en promotion des saines habitudes de vie pour en grossesse, en petite enfance. Ben, j'en ai peut-être une qui me vient en tête. Ça, on a parlé au niveau individuel, mais il y a beaucoup les organismes communautaires qui travaillent très, 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 très fort avec peu de moyens. Puis souvent, le financement est incertain. Mais je trouve dans les organismes communautaires, ils ont vraiment beaucoup de liberté, peut-être un peu plus, tu sais, de s'ajuster. Puis beaucoup de créativité. Il y a des infirmières qui me parlaient qui avaient développé un jardin communautaire. Donc, avec plusieurs personnes, puis avec les mamans. Ils ont fait un jardin communautaire. Fait que, tu sais, ça donne une occasion de socialiser. Mais en même temps, tu sais, on produit des légumes aussi. Fait que, tu sais, ça vient pour l'alimentation aussi. Donc, c'est super. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de petites initiatives. Ben, de petites. Non, c'est pas des petites initiatives, mais des initiatives comme ça qui sont par secteur, là. Mais je pense que les organismes communautaires, c'est vraiment, ils font des petits miracles, honnêtement. Puis, je sais pas si c'est vraiment une histoire de success story, là, mais l'idée, je pense que puis vous l'apportez très bien, toutes les deux, Sarah et Anémie, c'est que c'est d'intervenir à de multiples niveaux, par de multiples moyens pour finalement atteindre tout le monde. Donc, on parle de promotion de la santé, mais on parle de secteur autre que la santé. Puis l'autre, je voulais mentionner également, parce qu'on a parlé beaucoup de pauvreté, comme c'est difficile d'avoir une saine alimentation quand on n'a rien dans le frigo, puis qu'on n'a pas les moyens de remplir le frigo. C'est difficile de faire bouger son enfant quand tous les cours de natation, les programmes dans le centre communautaire coûtent de l'argent. Donc, un autre moyen, plus au niveau là, populationnel, c'est tous les programmes de transfert monétaire aux familles avec des enfants. Donc, ça peut prendre différentes formes, comme les crédits d'impôt ou des paiements, des coupons, donc comme on parlait tout à l'heure avec le programme HOLO, ou encore des paiements directs directement aux familles. Puis au Canada, ça fait longtemps que ça existe. En fait, je faisais une petite recherche et depuis 1945 qu'on a une forme de ce genre de transfert-là monétaire aux familles. Et puis, les données partout, peu importe dans quel pays on regarde, montrent vraiment les bienfaits de ce genre de programme-là sur les issues, les résultats de santé chez l'enfant, qu'on parle de santé physique, de santé développementale, ou encore sur les indicateurs de santé chez les parents. Donc, on peut parler d'issue de grossesse, de santé mentale chez les parents. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger aussi. C'est un investissement rentable hein, parce que quand on soutient les familles à soutenir leurs enfants de partir de bons pieds, ben, après ça, on a une meilleure réussite scolaire, on a une meilleure possibilité d'emploi, une meilleure santé jusqu'à l'âge adulte. Puis, ultimement, ben, ça va finir par soutenir l'économie. Donc, c'est une autre façon d'intervenir, de soutenir les saines habitudes de vie, les saines habitudes de santé. Je suis vraiment d'accord avec toi, Andrea. Puis il y a plein d'exemples justement
de ça dans le rapport de la directrice, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a des exemples, par exemple, au Manitoba, mais aussi avec l'allocation canadienne qui a été introduite en 2016 pour les enfants. Puis on voit vraiment que le taux de pauvreté des familles monoparentales a chuté de moitié, justement, en 2016 puis 2021, suite à l'introduction de l'allocation canadienne pour les enfants. Donc, vraiment, il y a plein d'exemples comme ça, tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. De mon côté, j'avais envie de vous parler de l'allaitement puis justement pour illustrer encore une fois à quel point c'est important d'agir sur différents niveaux pour venir modifier un comportement, puis que ça peut vraiment porter fruit dans le fond dans une société. Anne-Aimée, tu l'as abordé un peu, l'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. On le sait, ça a été à maintes fois démontré que l'allaitement, ça associe à une réduction du risque des maladies infectieuses, mais aussi ça va venir prévenir certaines maladies non transmissibles, euh, comme le diabète, l'obésité. Même si on sait cette recommandation-là, allaiter, ça reste vraiment un choix qui est très personnel, culturel, qui est influencé par différents facteurs sociaux, économiques, politiques, puis aussi de la santé. Dans le fond, toutes nos actions qu'on fait en santé publique, ben, ça vise pas, on veut pas venir convaincre, mais on veut venir offrir un environnement qui est favorable pour permettre un choix qui est libre, qui est éclairé pour chaque famille. Puis, on a mis plein de choses en place depuis quelques décennies déjà. Puis, on commence à voir que ça porte fruit. Juste pour vous donner une idée de où on partait, en 1960 au Québec, le taux d'allaitement était vraiment très bas. On parlait d'environ 10% des nourrissons. Donc, c'était une pratique qui n'était vraiment pas beaucoup pratiquée. Puis on a vraiment vu un tournant qui s'est amorcé dans les années 1980 avec l'adoption au Canada de stratégies de l'Organisation mondiale de la santé qui visaient à encadrer un peu le marketing des préparations commerciales pour nourrissons qui sont faites envers les familles, puis qui sont qui peuvent être très fortes comme stratégie. Et aussi, ça a été suivi par après, dans les années 1990, par des recommandations officielles de l'OMS entourant l'allaitement. Puis là, tranquillement, il y a plusieurs mobilisations de différents acteurs qui se sont faites dans la société pour que tranquillement, l'allaitement devienne une norme dans le discours de santé publique, dans les milieux de soins, mais aussi dans les médias, puis dans la société plus largement. Il y a plusieurs stratégies qui ont contribué à cette transformation qui a été faite. Puis, dans le fond, ça a tout été fait en agissant sur différents leviers politiques, économiques, socioculturels, environnementaux. On peut notamment penser aux congés parentaux. Donc, au Québec, on est vraiment chanceux. On a environ 1 an de congé parental versus, par exemple, on peut penser aux États-Unis qui ont 12 semaines de congé. Donc, c'est sûr que ça peut devenir difficile d'allaiter puis de s'aligner avec les recommandations où on recommande d'allaiter pendant 6 mois s'il faut être de retour sur le travail. Donc, c'est des politiques comme ça qui peuvent faire une grosse différence pour les familles. On peut aussi penser à l'initiative Année des bébés dans les établissements de santé, qui est vraiment la principale stratégie qui est retenue pour favoriser l'allaitement maternel au Québec depuis les années 2000. Puis cette initiative-là a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Puis encore une fois, on va venir viser la création de milieux de soins où l'allaitement maternel constitue la norme, tout en soutenant, c'est bien important, toutes les familles, peu importe leur décision. Elle va plutôt contribuer à transformer les pratiques cliniques, à favoriser un engagement des établissements. On va venir vouloir former les équipes, autant dans leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être, qui est bien important, comme Anne-Aimée l'a mentionné à plusieurs reprises. Puis ça va venir, on peut voir venir une transformation vraiment des pratiques cliniques, comme par exemple la fermeture des pouponnières. Donc, ça permet d'avoir les enfants à la chambre. Les parents apprennent à reconnaître justement les signaux de faim. On peut faire du pot à pot. Donc, ça, c'est toutes des pratiques cliniques qui vont avoir
un, un effet positif sur toutes les familles, peu importe si la famille décide d'allaiter ou non. Puis l'initiative Amis des bébés, c'est vraiment une intervention qui est universelle, donc, puis qui a été démontrée comme efficace pour augmenter le taux d'allaitement, mais aussi dans les populations vulnérables. Donc, ça aide tout le monde. Puis aujourd'hui, on commence à avoir le fruit de tout ce travail-là qu'on a fait avec, on l'a vu dans l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec qui vient tout juste de sortir, où en 2020 puis 2021, le taux d'allaitement à 6 mois était de 61,5 au Québec. Mais ça, si on compare ça, oui, dans les années 1960, on était vraiment très bas, mais juste en 1997-98, on était à 28,6. Donc, il y a vraiment une grosse augmentation. Puis ça, c'est clairement que c'est associé à toutes les actions qui ont été faites, autant au niveau des politiques, au niveau des milieux de santé, des normes aussi qui ont changé graduellement. Fait qu'on a encore du travail à faire, mais on peut voir qu'il y a vraiment des pas de géants qui ont été faits. Puis ça, c'est quand tout le monde se mobilise pour créer des environnements plus favorables, puis pas seulement mettre de la pression sur les familles pour adopter un nouveau comportement. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment impressionnant aussi l'impact de toutes ces politiques-là et ces programmes-là sur le taux d'allaitement, là. Jamais j'aurais pensé là, que ça aurait plus que doublé là, en l'espace d'à peine 20 ans, là. C'est fantastique, là. Puis je ressors peut-être un peu du cadre de l'allaitement en tant que tel, mais on parlait de ce concept-là un peu plus tôt et on a parlé beaucoup de l'impact du communautaire, l'impact du système de santé aussi là-dessus. Il n'y aurait pas aussi tout l'aspect éducation qui pourrait jouer tout le système d'éducation. Peut-être dans ce contexte-ci, c'est plus les services de garde qui auraient quelque chose à faire dans la promotion des saines habitudes de vie aussi. Oui, tout à fait. Puis, je pense que c'est Sarah qui en parlait déjà tout à l'heure de ces services de garde éducatifs à l'enfance. Euh, je pense que, tu sais, en termes de recherche, en tout cas, on s'est beaucoup concentré dans les dernières années sur ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de vie, donc de la conception, toute la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis après ça, il y a comme un gap qui se passe, hein, parce que pendant la grossesse, il y a des suivis réguliers avec le personnel soignant. Même chose durant les 2 premières années de vie. On a souvent des contacts avec le système de santé, que ce soit pour la vaccination, les visites de routine. Puis, ben, au Québec, en tout cas, entre le vaccin de 18 mois puis celui de 4 ans, il n'y a plus de visites de routine. Et puis, donc on voit ça un peu, c'est pas seulement ici au Québec, mais on voit ça internationalement, qu'il y a comme un gap entre jusqu'à 2 ans, puis de 2 à 5 ans quand l'enfant entre dans le système scolaire. Puis, il y a tout un groupe, dont des gens qui travaillent avec l'Organisation mondiale de la santé, qui ont publié un rapport assez impressionnant dans un journal qui est bien coté, qui s'appelle The Lancet. Mais c'est un journal qui est très, très réputé en santé et qui parlait donc, dans le fond, les prochains 1000 années de vie et vraiment du rôle critique des services de garde éducatifs à l'enfance pour soutenir le développement de l'enfant, de la santé de l'enfant et l'adoption des saines habitudes de vie. Donc, on sait que de 2 à 5 ans, c'est un rôle critique pour le développement moteur, donc tout ce qui est sauter, grimper, sauter sur un pied, qui dans le fond, lancer une balle, c'est même ce qui sont les fondements d'une activité sportive qui se fera peut-être plus tard. C'est aussi un moment clé pour le développement du langagier, donc la capacité à communiquer, à socialiser, à gérer ses émotions, qui sont donc toutes liées évidemment aussi à la santé. Et donc, c'est clair que ces milieux de garde-là peuvent jouer un rôle très important pour soutenir la promotion de la santé. Euh,
Au Québec, on a donc les CPE, les centres de la petite enfance. On a aussi les maternelles 4 ans. On a des milieux de garde milieu de garde familial. On a des garderies privées. Puis, il y a un rapport qui est sorti, là, je n'ai pas l'année exacte, mais c'est assez récent sur la qualité variable de ces environnements-là pour l'éducation à l'enfance. Donc, il y a clairement un besoin de standardiser ça. Puis, il y a aussi une variabilité au Québec en termes de place dans les CPE. Donc, plus on habite un quartier défavorisé, moins il y a de place en CPE. Puis, on sait que la qualité, elle est généralement meilleure en CPE. Donc, là encore, on a des contextes ou des barrières structurelles qui peuvent nuire au sain développement de l'enfant. Puis peut-être que je pourrais mentionner juste un projet qui se fait actuellement dans les CPE, dans les milieux de garde, pardon, ici à Montréal. C'est un programme qui s'appelle Bouge avec moi, qui était justement dans les nouvelles ce matin de la presse, avec un programme avec le CHU Sainte-Justine et la professeure Sylvana Côté. Puis, ça vise vraiment à mieux former les éducateurs, les éducatrices pour aider les enfants à être plus actifs en milieu de garde. Donc, on parle de toutes sortes d'activités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour faire bouger davantage les enfants, puis les aider à rencontrer les recommandations en termes d'activité physique. D'autant plus qu'on sait que les enfants passent un moment assez important de leur journée, de leur temps éveillé dans ces milieux de garde. Donc, c'est clairement un autre endroit où on a beaucoup de possibilités de travailler soit l'activité physique, l'alimentation. Donc, par exemple, avec les cadres de référence en termes de saine alimentation dans les milieux de garde et également en termes d'évitement des écrans pour les jeunes enfants. Merci beaucoup. Fait que moi, ont vraiment un rôle incontournable là, que finalement les services de garde peuvent jouer au niveau de la promotion des saines habitudes de vie. Ça va être très intéressant donc de suivre cette étude-là et qu'est-ce qui va en ressortir. Euh, je vois que le temps il file un petit peu. Diana, avais-tu des questions que tu aurais aimé poser là, à nos trois experts? Vous travaillez très fort comme infirmière et fournisseur de santé. Ben, pour vous, quelles ressources financières ou de support du gouvernement ou politique est-ce que vous avez besoin pour bien faire votre travail et aider les gens? Les infirmières, ce qu'ils mentionnaient, c'était beaucoup au niveau des ressources communautaires. Donc, vraiment, parce que les organismes communautaires, c'est vraiment des organismes qui étaient de proximité. Donc, ils connaissaient bien leur population. Et puis, dans le fond, c'était de donner des ressources aux ressources pour qu'ils puissent aider les familles, comme les banques alimentaires, par exemple. Tu sais, si je juge qu'une famille a vraiment besoin d'avoir du dépannage alimentaire, ben, j'aimerais ça pouvoir la référer puis que ça soit facile. Je pense de financer des projets comme des jardins communautaires, par exemple. C'est que que l'idée vienne du milieu, mais qu'on puisse avoir les ressources pour le réaliser. Du côté de la santé publique, je sais que dans le rapport de la directrice, euh, on a des données sur les habitudes de vie des 0-5 ans, mais d'en avoir plus, ça peut être aidant. Ça peut être aidant d'en avoir pour regarder les effets à long terme, les différences au niveau plus géographique. Puis ça, ben, c'est vraiment important d'avoir ces données-là pour voir ben, est-ce que nos interventions fonctionnent? Est-ce qu'ils ont la portée qu'ils veulent? Est-ce qu'il faudrait qu'on les adapte, etc. Donc, ça, d'avoir des données, c'est vraiment important. Puis, d'en avoir pendant la période de la grossesse. Puis après, il y a des choses qui se font. Par exemple, il y a un portrait des habitudes de vie des 0-5 ans montréalais qui est sorti en 2025. Puis, ils ont regardé, par exemple, les habitudes de vie dans les milieux de garde,
dans la famille puis la perception des enfants. Donc, ça, c'est toujours intéressant. C'est un début. Puis après ça, ben, il faut être capable de reprendre des données aussi dans le temps pour regarder l'évolution. Donc, ça, c'est vraiment crucial au niveau. Il faut toujours bien surveiller puis bien comprendre les habitudes de vie pour être capable d'adapter nos interventions. Moi, j'ajouterais une chose qui relie vos deux commentaires que vous venez de mentionner, Annemie puis Sarah. Puis ça revient une de tes participantes, Annemie, qui avait dit, ben, je sème des graines, hein, puis j'attends de voir qu'est-ce que je vais récolter, puis j'en sème encore. Et donc, et ce qui rejoint ce que Sarah, tu dis, c'est ça prend du temps. Tu sais. Donc, on a besoin de données sur le long terme pour voir l'évolution de la santé, l'évolution des effets de nos interventions. Donc, c'est ça que j'ajouterais que tu sais, quand on est en promotion de la santé, des saines habitudes de vie, surtout dans un contexte de vulnérabilité, on ne peut pas s'attendre à des changements drastiques du jour au lendemain, mais on fait un peu de travail en permanence et sur le long terme, c'est là qu'on récolte finalement le travail qui a été fait. Puis aussi, ben, on parle de jeunes enfants qui sont en santé, hein, donc c'est pas, on n'a pas des conditions de maladie chronique en petite enfance, hein, donc on n'a pas les mêmes indicateurs de santé qui donnent autant de poids que, par exemple, dans les systèmes de santé pour adultes. Donc, c'est pas des crises cardiaques qu'on va traiter, mais c'est faire en sorte qu'un enfant est plus prêt pour la rentrée en maternelle. Donc, c'est pas les mêmes mesures sur lesquelles on agit. Voilà. Ouais, je pense que ça fait très bien le lien, en effet, entre les deux volets. On parlait là, rapidement là, d'indicateurs de santé dans la petite enfance. Est-ce que vous pourriez en nommer là, de ces indicateurs de santé plus spécifiques là, à cette période-là de la vie? Oui, ben on va regarder toutes sortes d'indicateurs liés au développement général. Donc, souvent, donc, je pense que Agirto utilise l'ASQ, hein, donc c'est un indicateur du développement de l'enfant, donc incluant le développement langagier qui est utilisé. Ensuite, ben, tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup à l'obésité chez l'enfant. Euh, Encore une fois, on a très, très peu de données sur à quel point c'est prévalent, à quel point c'est fréquent dans la population québécoise ou même canadienne, la condition d'obésité chez l'enfant. Donc, euh, je ne sais pas comment exactement c'est mesuré, le fait d'être prêt à l'école, mais souvent, c'est des mesures g- globales du développement de l'enfant. On a l'enquête québécoise sur le développement des enfants en maternelle, qui est une enquête qui est faite au niveau de tout le Québec. Euh, Puis, dans le fond, on va regarder les 5 sphères de développement de l'enfant, justement. Puis, on regarde la vulnérabilité, puis c'est avec l'outil de mesure l'INDPE. Mhm. Et il y a une enquête, la dernière, c'était en 2022, donc les résultats sont sortis en 2024, là, des restés. On a fait, en collaboration avec les différents CIUS de Montréal, une tournée pour présenter justement toutes ces données-là, essayer de les comprendre avec les partenaires, parce que c'est une chose d'avoir des données quantitatives, mais il faut regarder comment je les explique. Euh, puis, donc, c'est super intéressant. C'est un peu tout éparpillé aussi dans le rapport de la directrice, toutes les euh, compréhensions euh, qui ont été apportées par les différents acteurs là, dans la communauté pour porter un éclairage sur ces données-là aussi. Donc, ça, je dirais, c'est quelque chose qu'on regarde justement à la maternelle, l'INDPE, avec les différentes sphères de développement des enfants. Puis sinon, d'autres indicateurs au niveau de la santé des enfants, mais il y a des naissances prématurées. L'allaitement exclusif, justement, c'est des choses qu'on peut regarder. Puis les habitudes de vie, activité physique, temps écran, c'est des données aussi qu'on a, puis qu'on a des données justement où on peut regarder plus avec une loupe géographique ou temporelle, dépendamment des différents indicateurs. Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
sur les différents volets, je pense, de la santé. Euh, je vous propose peut-être un petit mot de la fin, comme on est déjà rendu assez avancé dans l'enregistrement du balado. Je ne sais pas si vous aviez un message final que vous aimeriez que notre auditoire retienne des discussions qu'on a eues aujourd'hui. Je pense que de mon côté, ben, merci beaucoup pour tous ces échanges. C'était vraiment très riche. Je pense que ça nous a vraiment permis d'avoir une belle perspective 360. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pour être capable d'aider nos familles. Euh, Peut-être un aspect qu'on a un petit peu moins abordé, mais qui est super important, c'est l'accès aux familles pour tous ces services-là. Puis ça commence par les rejoindre, les familles, les rejoindre là où ils sont, comprendre c'est quoi leurs enjeux, leurs barrières pour être capable d'adapter toutes nos différentes interventions. Je pense que c'est toujours avoir cette lunette-là aussi de réfléchir aux barrières, réfléchir à comment on peut faire en sorte pour que notre société soit plus équitable en matière de santé, puis donner la chance à tous nos enfants de se développer à leur plein potentiel, peu importe d'où ils viennent, pour qu'ils puissent aller où ils veulent aller. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sarah vient de dire. Je suis contente qu'on prenne un moment pour réfléchir justement à la promotion de la santé. Je pense en tant que personne, en tant que société, en tant qu'intervenant, on doit réfléchir à la place de la promotion des saines habitudes de vie. Tu sais, c'est pas le système de santé, ça doit pas être seulement curatif. On doit penser à la promotion, puis justement, comme on dit, c'est difficile à mesurer, mais il y a tellement d'effets positifs à court, moyen, long terme. Fait que c'est super important. Puis tu sais, c'est pas seulement de l'éducation à la santé, c'est pas seulement de tout le temps marteler les recommandations, mais c'est d'offrir la possibilité justement de bouger, de manger sainement, d'avoir des relations sociales positives. Je pense on est tous gagnants, peu importe nos contextes de vie. Moi, je trouve ça super important. Puis j'espère dans les années à venir, on va en parler davantage. Moi, je voudrais vous remercier, Olivier et Diana, d'avoir lancé cette idée de balado parce qu'effectivement, tu sais, on sait que c'est une période importante. On sait qu'on a des effets à long terme, donc de là l'importance d'agir. Puis, c'est un peu dans la même lignée de ce que Anne-Aimée et Sarah mentionnent, c'est on veut faire en sorte que le choix le plus sain soit le choix naturel à faire, que ça, tu sais, que ce soit le choix d'emblée ou vers lequel on se tourne. Donc, c'est sur ça qu'on travaille en faisant la promotion de la santé et à tous ces niveaux pour qu'on ait un environnement cohérent qui, qui, euh, qui, qui nous encourage à adopter des saines habitudes de vie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle façon de clore cet épisode. Merci d'avoir accepté de prendre part à l'épisode. Les discussions ont vraiment été super intéressantes là, du début à la fin et je suis convaincu que notre auditoire va grandement apprécier là, tout ce dont on a discuté, vraiment, comme Sarah, tu le disais, une vision à 360 degrés là, de la promotion des saines habitudes de vie. Et donc, ouais, merci beaucoup là, pour votre participation. Là, ça m'a fait vraiment très plaisir et j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Oui, et nous avons beaucoup appris et je pense comme les gens qui écoutent le balado aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la promotion des saines habitudes de vie dans la petite enfance dans une optique de prévention de l'obésité et d'équité de santé. Aujourd'hui, nous avons abordé l'importance des saines habitudes de vie et de leur promotion pour la santé d'enfants. Nous avons également discuté de ce que sont des saines habitudes de vie, des facteurs qui influencent leur développement dans la petite enfance et comment faire la promotion dans des contextes de vulnérabilité. Finalement, nos trois invités nous ont partagé plusieurs modèles de réussite en promotion des saines habitudes de vie et des expériences très éloquentes de professionnels de la santé œuvrant sur le terrain. Et vous? Étiez-vous déjà au fait des ressources communautaires
et du réseau de la santé dont il a été question dans l'épisode d'aujourd'hui? Quelle initiative ou défi avez-vous rencontré dans votre propre parcours ou celui de vos enfants en ce qui a trait à l'adoption des saines habitudes de vie? Merci énormément pour votre écoute et restez à l'afflux pour des futurs épisodes. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre épisode du mois. On espère que cette discussion-là a permis de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire et par courriel pour nous faire part de ce qui vous a le plus marqué, pour nous donner votre avis sur le balado ou, si ça vous intéresse, de participer à une discussion. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions qui touchent à la recherche sur la santé du cœur, le métabolisme, le diabète ou l'obésité. On va trouver l'expert ou l'experte qui va être en mesure de mieux vous répondre. On se voit le mois prochain pour le prochain épisode de Santé sans détour.